Merci pour vos commentaires, c'est très sympa. Euh, Moi, je voulais aussi vous remercier parce que ça a été et c'est encore une très très belle aventure. Euh, Ça m'a complètement fait revoir la façon dont il fallait cuisiner. Je crois que c'est bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires et je voulais vous remercier de cette expérience, vraiment. Ça a été très enrichissant aussi pour moi. Bon, on va passer à la recette parce que sinon, je vais perdre tous mes moyens. Non, attends, il faut qu'on donne la parole au bébé. D'accord. Allez-y. Amélie. Vas-y, Amélie. Il y a de la voix. On ne On t'entend t'entend pas. pas. Très, très doucement. Montez le. T'as bien monté le volume sur Adobe à côté de l'icône micro? Mieux? Oui, parfait. Super. Alors moi, je vous entends pas très très bien tout le temps parce que habitant dans une région perdue, j'ai pas tellement de connexion. Donc je suis très heureuse de participer à l'aventure Marmiton et de reprendre le bébé sacré avec Laurie et Blaise, en espérant qu'on arrive à trouver autant de chouettes recettes et de vous donner toujours plus envie de cuisiner pour les petits, les grands, et surtout de partager les mêmes plats. Ça, c'est pas mal non plus. Je pense que c'est à moi de parler. Donc déjà, Blaise est très triste de ne pas pouvoir participer à ce congrès puisqu'il garde nos enfants. Mais il se joint à moi parce que c'est quand même lui qui fait la plupart des recettes. Faut le dire, le cuisinier chez moi, c'est davantage Blaise. Moi, je m'y suis mise et je radote un peu et ils le savent. Je m'y suis mise grâce au marmiton, à cause de la PCU et grâce à la PCU et grâce à Véro et Olivier. Donc, je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'étais une adepte de la malbouffe et de la bouffe rapide. Donc, ça a été un électrochoc et vraiment, ils m'ont fait énormément de bien et ils ont changé ma vie. Je peux vraiment le dire, ils ont changé toutes nos habitudes. Ils nous ont donné beaucoup d'espoir. Donc, j'espère que je pourrai partager ça avec vous, même si j'ai pas leur talent. Mais comme quoi, c'est possible parce qu'on y arrive. Voilà, donc c'est possible, faut pas renoncer et c'est possible de cuisiner hippo même quand on revient de très très loin. Voilà, donc on va faire tout ce qu'on peut pour vous accompagner et pour vous donner cette envie de cuisiner hippo. Ouais. Et là, je pense que c'est... Oui, vas-y, mamie. Non, en fait, pour compléter ton propos, je voyais tout à l'heure une maman qui disait qu'elle arrêtait de cuisiner hippo parce que son enfant mangeait pas. Alors moi, j'étais dans cette situation pendant 6 ans. C'est long. Donc il y a eu des grosses périodes de découragement où je disais bah tant pis, on fait plus, on n'essaye plus. Et puis bah ça me prenait, allez on réessaye et ça paye quoi, ça y est. Ça y est, mon cobaye réclame, mon cobaye accepte de goûter, alors que jusque-là c'était très très compliqué. Donc faut jamais, on a le droit de baisser les bras, mais il faut y retourner quoi. Il faut y retourner régulièrement, reproposer, recommencer, rater. Ça, je crois que c'est le plus important. Ce que j'ai retenu d'Olivier et de Véro des premières sessions de Marmiton, c'est on a le droit de rater. On a le droit de jeter et il y a forcément un moment où ça paye quoi. Donc lancez-vous, ratez-vous et recommencez, ça finira par payer. Et puis, il faut essayer d'être prêt pour le jour où ils demanderont quelque chose. C'est ça. Nous, on a commencé à cuisiner, parce que nous, on en a deux. On a commencé à cuisiner notre petite, elle avait 3 mois. Tout le monde nous disait, mais pourquoi tu fais ça? Elle le mange pas. Parce que le jour où elle va me le demander, je veux savoir le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut s'entraîner parce que un jour ça vient, un jour il demande et on est très heureux de savoir faire parce qu'on peut pas, vous le savez, on peut pas aller au commerce et acheter ce qu'ils veulent.
Donc voilà, donc c'est... Et il y a Et une puis autre c'est chose possible. que je voudrais dire, parce que maintenant le mien il a 17 ans, c'est qu'il y a des goûts que vous semez, c'est des petites graines que vous semez quand ils sont petits, ils en veulent pas, ils en veulent pas, ils en veulent pas, et un peu plus tard en fait ils les acceptent, parce qu'à un moment donné ils ont connu. Donc l'important c'est de goûter, et l'important c'est d'essayer. Du beau et du bon, comme dit Olivier. Tout à fait. Moi, Du coup, c'est Olivier qui va prendre la main. Ah pardon, vas-y Flo. ouais, enfin, une petite expérience. Enfin, comme moi, quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher voilà, d'intervenir parce que c'est vraiment ça. Quand on est petit, on se fait le palais, on découvre le goût. Et les goûts, ils évoluent. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'aimait pas avant, qu'on va se mettre à aimer après. L'inverse est vrai aussi. On peut aimer des choses au début qu'on n'aimera plus derrière. Je vous prends un exemple tout bête. Moi, j'étais fan de carottes quand j'étais petit. J'ai eu une période, c'était overdose de carottes. Donc ma mère qui avait appris à me faire de très bien les carottes était paniquée. Et comme justement elle avait plusieurs atouts dans son sac et tout, elle a pu me faire rebondir sur autre chose. Au final, j'ai aussi une partie de les carottes. S'adapter, mais enfin, voilà, faut vraiment pas hésiter. Les petits, si on vous apprend tout le monde, il faut leur faire goûter des tas de choses et pas s'arrêter sur. Alors qui débute? Je crois que c'est Olivier. Je crois que c'est Olivier. Alors, Le Végisson pour l'apéro. Végisson. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le Végisson, donc, c'est une contraction de végétal et de saucisson. Voilà. C'est venu comme ça, ne cherchez pas. Je crois que je n'ai plus de vidéo, je suis désolé, mais bon, je suis au bout du monde, donc ça vient comme ça peut. On va faire. Vous m'entendez toujours, ça va? Oui. Ok, bon, on va le faire à l'oral alors. Donc le Végisson, donc c'est venu d'une idée de pouvoir faire quelque chose qui soit transportable, conservable et qu'on puisse utiliser de différentes façons. Alors comment est-ce qu'on fait cette affaire-là? On a bien évidemment nos chers partenaires Annick Perrier qui vérifie toutes les recettes que nous publions, l'UVTD qui nous soutient et qui à chaque fois était présente. J'ai laissé le logo Carrefour qui était là d'origine. C'est un petit rappel. Voilà. Et évidemment, les feux follets. Alors, la recette que je vous donne, c'est pour 3 saucissons de 500 grammes. Donc, c'est quelque chose qui va être assez... C'est des grosses parts. J'ai fait un essai, j'en ai congelé, et je viens de le décongeler ce matin. Ça se décongèle parfaitement, ça vit très bien. Il n'y a aucun problème, ça ne bouge pas. Donc, on peut le préparer à l'avance. Alors, pour mes 3 saucissons de 500 grammes, j'ai pris 100 grammes de carottes, 60 grammes d'oignons, un poivron, une aubergine, 2 pommes de terre moyennes, 2 petites branches de céleri, un peu de sauce tomate, un bouillon cube, un peu de piment d'Espelette, 300 grammes de farine hippo et 120 grammes de Balastomax. Alors, on va sans doute nous poser la question. Balastomax, c'est quelque chose qui permet d'améliorer tout ce qui est avec cette farine et qui remplace le gluten. Voilà. Je pense qu'on doit trouver le lien. Je fais appel à mes chers associés. Alors, on commence, on prépare hein, on fait toutes les épluchages et on fait toutes les coupes. Comme ça permet après de travailler juste les cuissons et c'est plus facile. Donc, les oignons et le céleri sont hachés très fins. Vous voyez, c'est dans les petites coupelles. Carottes et poivrons, on les coupe en morceaux, en petits morceaux. Pommes de terre et aubergines un peu plus gros. Voilà. Alors, est-ce que le psyllium pourrait remplacer le Balastomax? Sans doute, mais là j'ignore totalement le dosage et on nous a conseillé d'utiliser plus le Balastomax que le psyllium parce que le psyllium est plus chargé en protéines. C'est pour ça qu'on travaille avec ce produit-là. Je pense qu'il y aurait sans doute une autre alternative en utilisant peut-être de la fécule de pomme de terre, mais il faudrait faire des tests et vérifier avec les diètes. J'ai pas fait, j'ai utilisé juste le produit qu'on nous a recommandé. Alors, le fond aromatique. Ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on démarre, enfin je démarre souvent, avec quelque chose qui va donner du goût. Il faut extraire le goût de ces légumes. On a peu d'éléments, il faut qu'on les utilise à fond. Donc on démarre dans une casserole à feu vif, avec un peu d'huile et de sel, carottes, céleri. Quand je vous dis feu vif, ma plaque va jusqu'à 12, je suis à 10, donc c'est très fort.
Évidemment, je reste à côté. Hein. Il ne s'agit pas d'aller faire ses courses ou d'aller regarder une série. On est devant la fourneau, on y reste. On ajoute les oignons et on ajoute les poivrons. Ça dure, allez, 5-6 minutes, le temps que ça commence à colorer. Alors, je vous ai fait une petite slide pour vous faire voir. En fait, quand on est à feu vif, on a des choses qui viennent accrocher dans le fond de la casserole. Si vous voyez ma petite image du haut, vous voyez que mon fond de casserole est plein de petits résidus collés. En fait, comme j'étais à feu vif, j'ai presque caramélisé, le terme est un peu excessif, mais j'ai presque caramélisé mes légumes. Ce qui veut dire que quand je vais ajouter un petit peu de liquide, tout ça va se récupérer dans le bouillon et je n'ai rien perdu. Et là, j'ai des goûts extraordinaires qui sortent de ma casserole. C'est pour ça que c'est important de démarrer comme ça. Vous voyez, là, je vous ai mis les deux photos, donc avant de rajouter un peu de liquide, et dès que je mets une goutte de liquide, boum, ça se colore tout de suite, les goûts explosent. Ça se sent d'ailleurs. Hein. Quand on a le nez au-dessus de la casserole, ça agresse le nez. Ça agresse de façon positive. Donc on rajoute un petit peu de bouillon, on ajoute les pommes de terre, on laisse cuire quelques minutes. Et quand les pommes de terre sont presque cuites, on ajoute les aubergines. Alors, je ne mets pas tout en même temps parce que les pommes de terre cuisent plus lentement que les aubergines, vous le savez. Si ça accroche un petit peu, c'est plutôt bien. Il faut qu'on arrive à ce que ça accroche et que ça commence à donner un peu de goût. Bon, quand c'est noir, c'est trop tard. Hein. Ça, il fallait un petit peu avant. Mais un petit peu accroché, c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, on va cuire les légumes très longtemps. Pour le coup, il faut qu'on ait quelque chose qui soit très cuit. On peut rajouter un petit peu de concentré de tomate pour changer un petit peu la couleur et le goût, et on rectifie l'assaisonnement. Alors, pensez que dans la suite de la recette, on va remélanger ça avec d'autres produits. Donc, il faut que ce soit un petit peu fort en goût. Si là, ça pique un petit peu le bout de la langue, c'est pas grave. Ça va s'atténuer un peu après. Si là, vous êtes trop fade, ce sera vraiment très très fade après. J'ai mixé très très finement, donc avec mon mixeur plongeant, j'ai été très longuement dans le mélange et j'ai rajouté mon bouillon de légumes. Alors au total, dans l'exemple que j'ai, mais ça dépend beaucoup des légumes, j'ai utilisé environ 450 grammes de bouillon. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça me donne l'équivalent d'une soupe un petit peu épaisse. Donc c'est très liquide, mais il y a quand même un petit peu de corps. D'accord? Alors, j'ai coupé en 3 pour faire mes 3 saucissons. À chaque saucisson, je vais avoir 100 g de farine hippo, 40 g de Balastomax et environ 350 g de purée liquide. Évidemment, la quantité de purée, ça dépend un petit peu de savoir si vous l'avez fait un peu plus ou un peu moins liquide que moi. Donc, il faudra peut-être régler et ajuster. Vous devez bien mélanger. Ça doit faire une pâte homogène. Donc, on n'a plus de petits points plus clairs, de petits points plus foncés. On n'a plus de grumeaux, évidemment. Au doigt, ça ressemble à une purée de pommes de terre un peu trop épaisse et ça ne colle pas au doigt. Vous pouvez toucher, ça ne colle pas. C'est un bon indicateur. Si ça continue à coller, c'est que vous avez mis un peu trop de liquide, on rajoute un petit peu de farine, etc. Vous connaissez le jeu. Et on finit avec un saucisson qui, au lieu de faire 500 grammes, fait 2,5 kg parce qu'on a rajouté 1,5 kg de farine. Non, j'exagère. Alors, cette histoire-là, donc cette purée, on va le mettre sur un grand film alimentaire, donc prévoyez-le très long parce qu'on va faire plusieurs tours. On forme bien la pâte, on chasse l'air, vous allez voir que c'est important après, et on fait un premier tour pour bien tasser la pâte dedans. Ça ressemble à rien, c'est pas grave. Quand on va le rouler sur la planche pour former le boudin, ça va se resserrer sur les côtés et ça fera un boudin bien rond. Donc ne vous inquiétez pas si au départ ça ressemble à rien, c'est pas grave. C'est à force de le rouler sur la planche que ça se forme. Quand on a fini, on met un petit nœud de chaque côté pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et ben on va le cuire. Alors ça se cuit à la vapeur, cette histoire. Moi je l'ai mis, vous voyez, j'ai un petit cuit vapeur, je l'ai mis dans mon cuit vapeur environ 40 minutes à vapeur modérée, c'est-à-dire pas les feux d'enfer, mais une bonne vapeur. Pendant 40 minutes, évidemment, je le couvre et je ne soulève pas le couvercle, sinon la vapeur s'en va, c'est évident. Alors, vous étonnez pas, la cuisson, il va gonfler. Ça va prendre plus du double de sa taille initiale. C'est pas grave, c'est normal. Il va peut-être se fissurer, c'est pas grave non plus. Vous inquiétez pas, tout va bien,
C'est tout à fait comme ça que ça doit être. Pour vous faire voir la différence, j'ai la photo du haut. Celui qui est derrière a déjà refroidi, celui qui est devant sort du cuit-vapeur. Et il faisait la même taille au départ. Vous voyez, ça gonfle énormément à la cuisson. Encore une fois, c'est normal. Surtout, vous ne le déballez pas. On le laisse dans son film parce que le film va en fait le tenir. Donc si on l'ouvre à ce moment-là, ça part et ça fait plus un saucisson. On va le laisser refroidir bien à température ambiante et après on va lui laisser la nuit au froid. Comme ça va vraiment se figer et faire un ensemble cohérent. Le lendemain matin, vous pouvez enlever le film, ça ne bougera plus. Et à la coupe, donc ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Je l'ai à côté de moi. Je suis désolé que ma caméra m'ait abandonné, mais voilà, je l'ai à côté de moi. Ça fait vraiment un saucisson. Alors, on est clair, ça fait un saucisson dans l'aspect. Ça n'en a pas le goût, hein, on est bien évident. Hein. Ça ressemble à une soupe de légumes, mais ça a la forme d'un saucisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? On peut le mettre déjà à l'apéritif. Je trouve que c'est plutôt sympa. On peut aussi, j'ai fait un essai tout à l'heure, je l'ai repassé dans une poêle chaude avec une petite goutte d'huile pour voir comment ça se comportait. Ben, ça refrit, ça fait une belle croûte sur l'extérieur et au milieu, ça reste moelleux. Donc ça, un soir où on n'a pas trop le temps, avec une poignée de pâtes ou peut-être avec du riz pot ou quelque chose, ou à emmener en camp pique-nique ou des choses comme ça peut vraiment s'utiliser dans beaucoup de cas, je crois. Dernier point, je vous l'ai dit au départ, j'ai essayé de les congeler pour voir ce que ça donnait. Celui que j'ai à côté de moi, je l'ai congelé, je l'ai mis au micro-ondes et je l'ai dégelé au micro-ondes. Donc je lui ai vraiment fait aucun cadeau. Ça bouge pas. Ça reste parfaitement cohérent, ça ne perd pas son goût et c'est facile. Donc c'est peut-être un truc qu'il faut en faire 3, 4, 5, je sais pas. Un jour on a un peu de temps, les mettre au froid, peut-être plus petits, les recouper en deux éventuellement, et vous les ressortez quand vous en avez besoin. Voilà, c'est un peu ma proposition. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Est-ce que la gomme de xanthane peut faire l'affaire? Sans doute. Personnellement, je n'aime pas le xanthane parce que je trouve que ça laisse un goût en bouche qui ne me convient pas. Le xanthane, on l'a encore dans la bouche, même quand on l'a avalé depuis longtemps. Personnellement, j'aime pas trop, mais il faudrait voir, essayer si ça marche, peut-être en changeant les réglages. Alors, s'il se fissure, ça doit être plus joli. Non, parce qu'en fait, en refroidissant, les fissures se referment, donc on ne les voit plus. Là, celui que j'ai à côté de moi, on voit qu'il y a une fissure en surface, mais au milieu, il n'y a plus rien. C'est parfaitement plein. Ça sent, je suis désolé que vous n'ayez pas l'odeur, mais en plus, ça sent diablement bon, cette affaire. Alors, je ne congèle chaud, non, surtout pas, puisque je l'ai laissé refroidir pour qu'il reprenne sa forme. Donc, je ne l'ai congelé que le lendemain. Je lui ai laissé passer la nuit dans le froid. Si j'avais congelé à chaud, je pense que là, j'aurais pas ma forme cohérente. Il faut qu'il refroidisse correctement. C'est un platisson. Ah oui, c'est une jolie formule. Poêlé dans du beurre, oui, très bien aussi, oui. Moi, je l'ai poêlé à l'huile, ça marche bien. Enfin bon, voilà. Je crois que c'est une recette marrante. En plus, il y a un côté ludique. Ça ressemble à un saucisson. Ça peut être rigolo, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, bah, je vais laisser. Je ne sais pas qui prend la suite. Ah si, mon micro est activé. Alors, est-ce qu'il faut que j'augmente le son? C'est bon, vous m'entendez? Donc, c'est bon. Donc, pour moi, ce serait une tempura de légumes qu'on a découvert en fait cet été en allant au resto. Donc, bien entendu, ça a été validé par Annick.
Voilà, donc en fait on a bravé le Covid, la Covid cet été. Je vais pas aller au resto, mon frère m'a traîné et en fait Philippe adore les restos, les très bons restos et on est allé à l'Anecdote à Montreuil-sur-Mer qui est un chouette resto et le chef en fait il a vraiment souci de faire plaisir aux gens et donc quand j'ai réservé, il a dit qu'est-ce qu'elle a le droit de manger, pas manger. On avait testé un autre de leur resto, et pareil, c'était très bien. Et donc, il a vraiment eu le souci de faire quelque chose d'exploitable pour Julie. Voilà. Philippe a toujours le chic pour trouver ces restos-là. Il y en a un autre qui s'appelle Olivier qui arrive aussi à faire ça. Donc, pour la tempura, donc j'ai essayé de l'adapter. J'ai demandé l'autorisation de citer l'anecdote. Ils m'ont dit oui et ils ont dit qu'ils étaient ravis. Voilà, si un jour vous allez vers Montreuil-sur-Mer, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc il faudra 100 g de farine hypoprotéinée, 50 g de fécule de pommes de terre, on peut aussi utiliser celle de manioc, un demi-sachet de levure chimique, 4 g de sel fin, 50 g de substitut d'œuf et 210 ml d'eau froide. Bien entendu, il faudra de l'huile pour la friture. Moi, pour ce genre de choses, je réserve une huile dédiée. Quand on fait des arancini, c'est une huile dédiée. Je ne me sers pas de mon bain d'huile de frito, sinon ça pourrit tout et ça va pas. Donc j'ai fait la même chose avec la tempura. Alors, en ustensile, un bol, un fouet, une casserole pour la friture, une écumoire. Vous pouvez aussi prévoir un mixeur à soupe au cas où, on ne sait jamais. Alors, la tempura, bien sûr, il faut éplucher vos légumes, les laver. Donc là, je suis partie d'haricots verts frais. Je suis partie avec des légumes qui existaient au moment. Donc, vous les blanchissez 3 minutes, vous ne les cuisez pas et vous les réservez. On peut aussi les repasser immédiatement sous l'eau froide pour qu'ils gardent leur couleur, si vous le voulez. Alors, de préférence, on prend des légumes fins, parce que comme ça a une cuisson rapide. On prend des légumes frais, comme ça c'est bien meilleur. Mais j'ai quand même essayé aussi avec des asperges congelées. Parce que c'était plus l'époque de l'asperge et on a une mangeuse d'asperges à la maison. Donc, les fleurs de courgettes, bon ça pour avoir des fleurs de courgettes, il faut que vous ayez des pieds de courgettes dans votre jardin et aller tous les matins à 9h, 9h30 pour vérifier si vos courgettes elles sont bien ouvertes et pouvoir les prendre, les cueillir, mais ça marche aussi avec les fleurs de courgettes. Alors, moi, j'ai pour principe, parce que j'avais un papa pharmacien, de mélanger les poudres d'abord, parce qu'il faisait comme ça dans ses préparations, et donc je fais comme ça pour la cuisine. Donc je mélange mes poudres, donc la farine hypo, la fécule, la levure chimique, le sel fin, le substitut d'œuf. Alors moi, je suis pas comme Olivier, je prépare pas tout dans des petits bols. En fait, je mets tout au fur et à mesure dans mon bol, et donc vous voyez pas toutes les belles petites présentations posées. Voilà. Le substitut d'œuf, tout dans le bol mélangeur, je mélange mes poudres. Et puis, je vais ajouter les phases liquides. Donc, j'ajoute l'eau, je mélange. Si besoin, je passe au mixeur parce que moi, j'aime pas les grumeaux. Et on va placer tout ça 1 heure au frais. Si vous le souhaitez, vous pouvez, pour faire découvrir les herbes à vos enfants, ce qui n'est jamais simple, parce qu'ils n'aiment pas les petits trucs qui grattent dans la bouche, vous pouvez mettre des herbes ciselées, type persil, cerfeuil, ciboulette. Voilà. Donc moi là, une fois j'en ai mis, une autre fois j'en ai pas mis. Ça s'est bien passé. Vous trempez vos légumes dans l'huile, et puis en fait vous allez, ils vont être prêts à être mettre dans le bain d'huile. Donc l'huile, elle doit être suffisamment chaude. Et quelqu'un m'a posé une question très intéressante, c'est qu'en fait, à quelle température doit être l'huile? Alors, moi, je dis 120 degrés. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, un thermomètre, mais bon, il y a des friteuses qui présentent la température. Généralement, on le voit quand on plonge le produit à frire. S'il n'y a pas de bouillon, vous l'enlevez tout de suite, c'est que votre huile n'est pas assez chaude. Vous pouvez le faire aussi avec un morceau de pomme de terre. Vous mettez votre morceau de pomme de terre. Si vous ne le voyez pas bouillonner, c'est que l'huile n'est pas assez chaude. Alors, on a trempé nos légumes dans la pâte à tempura. On les retourne bien délicatement parce que les légumes ont été blanchis. Et on immerge.
On retourne délicatement avec une fourchette, quelques minutes, hein, c'est pas très très long. Allons-y. Alors par contre, je ne sais pas si je peux. Alors oui, je peux mettre plus fort, mais par contre, je ne peux pas. Vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez tout court? Oui. Par contre, j'ai pas la main pour les slides. T'as pas les petites flèches en bas, toi? Non, 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 je suis sur tablette et du coup, j'ai pas de. J'ai pas, mais vous allez m'aider. Bah, si tu veux, je fais défiler. Super, parfait. Alors, après ces petites mises en bouche, moi j'avais envie de faire un hachis végétal. C'est arrivé par inadvertance. Je faisais un hachis normal, avec une recette qui changeait un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas l'adapter en hippo. Enzo, je parle. Merci. Alors, donc le hachis végétal. C'est tout bon, Laurie? Donc toujours validé par Annick avec nos partenaires. Donc pour le hachis végétal, il nous faut une patate douce, 2 carottes, un oignon, des toasts, donc c'est les crackers Loprofin ou bien des biscottes Taranis au choix, ce qu'il y a dans les placards. Parfois je fais un mélange des deux selon ce que j'ai sous la main, selon ce qui est ouvert. De la farine hippo, du beurre salé parce que je trouve que c'est pratique de ne pas avoir à ressaler forcément. Le beurre salé sale convenablement en général, du thym, du laurier, et puis après pour réajuster l'assaisonnement, sel, poivre et de l'huile d'olive. Alors, première étape, la découpe des légumes. Donc les pommes de terre, les patates douces en gros cubes. On coupe les carottes en plus petits tronçons parce que ça cuit plus longtemps. Donc si on veut une cuisson qui soit harmonieuse, on coupe plus petit que les pommes de terre. Et on émince l'oignon. Alors ensuite, je cuis les patates douces et les carottes dans une casserole d'eau bouillante. J'ajoute mon thym, mon laurier pour donner bon goût à tout ça. À côté, je fais revenir mes petits oignons dans une poêle à l'huile d'olive. Donc je les fais revenir longtemps à feu doux pour qu'ils soient vraiment confits et fondants.
Quand mes légumes sont cuits, je les égoutte. Je garde bien l'eau de cuisson parce qu'elle va me permettre d'ajuster la consistance de ma purée. Donc on revient à ce que disait le chef Nicolas tout à l'heure de chez Vitaflo. Voilà, par rapport à la consistance de ma purée, je vais mettre plus ou moins de jus de cuisson. Je passe ma purée au moulin à légumes. J'ajuste la consistance, donc une consistance comme quand vous faites un hachis, si vous faites du hachis, que la purée elle soit pas liquide mais qu'elle soit pas trop sèche non plus. La pâte à crumble, donc la pâte à crumble, ça va remplacer mon fromage râpé sur mon hachis, ça va donner un petit côté croustillant sur le dessus, puisque tout ce sera un petit peu mou dessous. Donc je réduis les toasts en chapelure, donc là je me suis aidée d'un gros verre pour écraser tout ça dans mon bol. Donc là il n'y a que des toasts, mais non là il n'y a que des cracottes. Alors les cracottes n'existent plus, les cracottes, les toasts, ça navire. J'en ai trouvé d'autres sur un site qui vend des produits à protéines, mais on peut très bien faire ça avec du pain low profin un peu rassis, avec des biscottes ou avec les crackers low profin. Oui, plus disponible à la GEPS, les toasts, je trouve ça très dommage, surtout pour les petits enfants. Moi, c'est la première chose que ma fille a pu faire fondre dans la bouche. Donc bon, bref. Donc voilà, je réduis tout ça en chapelure, j'ajoute un peu de farine, j'ajoute le beurre salé et je sable ma pâte comme un crumble classique. Et puis je dresse. Donc j'ai des petits plats qui sont bien pratiques parce que j'en dresse plusieurs et après je passe tout au congélateur. Donc au fond, je mets mes petits oignons qui ont bien confits, on pourrait les manger comme ça, Lilou les pique dans le fond du plat. Dessus, je dispose une belle couche de purée. Et par-dessus, je viens mettre ma petite pâte à crumble. Donc on peut rajouter dans la pâte à crumble du fromage Jippo, si les enfants aiment ça. Là, pour le coup, il n'y en avait pas. Ensuite, la cuisson, donc au four à 180 degrés. Environ 20 minutes parce que je travaille beaucoup à l'œil, j'avoue, puis ça dépend de votre four. Mais quand ça a une jolie coloration et qu'on voit que c'est bien croustillant sur le dessus, en général, c'est prêt. Et donc pour l'astuce, on peut varier les légumes. Là, on rentre dans la saison des courges, donc on peut tout à fait utiliser de la butternut, qui est une super courge qui fait de la bonne purée bien onctueuse et pas trop flotte comme le potiron. On pourrait utiliser du céleri, de la pomme de terre, on pourrait mixer du brocoli et de la purée. Et puis pour le dessous, on pourrait très bien imaginer une petite poêlée de légumes, une brunoise de quelque chose. C'est vraiment à adapter selon les légumes, les envies et puis le repas du reste de la famille. Et c'est un plat qui peut tout à fait être dégusté par toute la famille. Et ça, c'est chouette. Voilà. Et comme dirait Pierrette, bona bona, qui est devenu un leitmotiv chez nous. Bona bona, petit petit. Avez-vous des questions au congèle? Alors au congélateur, je mets après la cuisson. Je fais cuire et puis je ressors, ça ressort super bien pour la cantine, qui est toujours chez nous un gros casse-tête, à savoir de comment ça va être réchauffé et consommé correctement. Donc je congèle juste après la cuisson. Tu congèles avec ta chapelure? Ouais. Okay. Après je retire tout. Après moi je repasse au four, mais ça peut se passer au micro-ondes, c'est juste que la chapelure elle sera peut-être moins croustillante. Moi, par expérience, pour la cantine, je mets la chapelure à part et je leur demande de la mettre et de faire chauffer. Oui, ça peut aussi. Ça les embête un petit peu, mais moi, par expérience, c'était toujours mou. Ça peut être congelé comme ça et puis rajouter la chapelure au dernier moment, c'est possible. Ou pas de chapelure, ou mettre juste du fromage à la place de la chapelure. Et puis ça ressort comme des lasagnes, je dirais, au congélateur. Au micro-ondes, pardon. Pas de questions. Parfait. Et là, je pense que c'est encore Véro qui reprend. Véro était très inspirée. Oups. Vas-y. Je sais pas si c'est que moi, mais je ne t'entends pas, Véronique. Ah, ça y est. Là, tu m'entends? Est-ce que vous Oui, c'est bon. Ouais. Donc c'est une charlotte pure fruit. Alors c'est vrai que ce qu'a dit Amélie, c'est très important d'avoir des choses
qui sont cuisinables sans avoir recours aux produits hypo, c'est très important pour notre entourage, pour le deuxième cercle, dirons-nous, pour les amis, pour les grands-parents, etc. Et je vais rendre hommage à une dame, parce que moi j'aime bien rendre à César ce qui est à César, c'est cette dame, Mme Bécard, qui est une amie de la famille et qui était une grande cuisinière et qui a toujours essayé de cuisiner pour Julie. Alors que la dernière fois qu'elle lui a fait un dessert, elle avait 86 ans. Je suis désolée, je suis un peu émue. Et elle avait toujours des bonnes idées. Et elle faisait avec ce qu'elle avait dans son placard, cette dame. Et donc là, elle avait fait, on allait prendre le goûter. Elle faisait des tartes merveilleuses. Et bien entendu, faire des tartes sans œufs, c'était inconcevable pour elle. Et pas possible, de toute façon. Donc elle avait fait une charlotte pure fruits à Julie. Et j'ai demandé sa recette et ben en fait j'ai dû attendre la saison suivante pour avoir les produits qu'elle avait utilisés. Donc elle n'est plus, j'ai pas pu lui montrer que je lui ai rendu hommage, ce qui m'attriste beaucoup. Mais c'est ainsi parce que c'est cuisiner, c'est aimer et cette dame aimait beaucoup ses convives. Donc pour faire sa recette, elle avait utilisé des bananes tranchées, des fraises, des kiwis, des myrtilles, des framboises, des abricots et des pêches, du sucre, et moi j'ai ajouté quelque chose qu'elle n'utilisait pas, c'est de l'agar-agar. Alors, elle avait des ronds à dresser, elle avait pris des petites assiettes, des petites coupelles, elle a utilisé une poêle et utilisé des cuillères, bien entendu, pour faire tout ça. Donc, épluchez vos bananes, elles s'en étaient servies comme des biscuits cuillères, coupés en tronçons. Alors attention parce que les bananes, ça noircit, donc faut pas qu'elles soient trop mûres. Donc on les coupe en tranches relativement épaisses pour chemiser un cercle. Et une fois que vous avez chemisé tout votre cercle, vous avez déjà le tour. On peut également le faire avec des kiwis. J'ai essayé aussi avec des kiwis. Alors, deuxième étape, les pêches ou les abricots, les laver, les sécher, les couper en morceaux dans une poêle chauffée dans laquelle on a versé un peu de sirop de canne. Donc le sirop de canne, ça s'achète tout prêt, hein, donc c'est assez facile. On dépose si on n'a pas de sirop de canne, on peut aussi le faire avec de l'eau et du sucre et fabriquer un sirop soi-même. Mais pour la facilité des choses, on peut utiliser le sirop de canne. Pour une fois, c'est quelque chose de tout prêt. Donc on dépose les pêches et on les fait dorer, pas cuire, juste dorer. Et après on les met pour refroidir. Moi, dans le sirop de canne, j'ai versé 1 gramme d'agar-agar. Parce que ce sirop, en fait, a pris les goûts du fruit et leur parfum, et je voulais m'en servir comme liant. Et ensuite, on réserve notre sirop, pas très longtemps, une fois qu'il a bouilli pendant à peu près 1 minute. Et puis après, bien entendu, on a lavé, épluché, coupé, lavé, épluché, séché, parce qu'il faut surtout que vos fruits soient secs, coupé en morceaux si nécessaire, et on dresse. On nappe du sirop agarisé et on met au frais au moins 1 heure. On fait ça, alors moi j'avais fait ça pour faire les mêmes desserts pour tout le monde. Donc j'avais fait ça 4 fois avec ma quantité. Et donc elle, c'était son résultat. Vous voyez, il n'y avait pas d'agar-agar sur le sien. Voilà. Et moi en fait, j'en ai fait, je l'ai mis avec également une chantilly et quelques fruits. Donc en fait, ça fait une petite charlotte fleur, voilà. Et c'est très joli, c'est adaptable avec d'autres fruits, il n'y a pas besoin de produits hypo, les grands-parents peuvent le faire et c'est assez simple. Voilà. Et je laisse la parole. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est une revisite de la salade de fruits, et la salade de fruits, hypo ou pas hypo, enfin PCU, pas PCU, moi c'est finalement mon dessert préféré, donc elle a vraiment l'air. Voilà. Alors, on propose le sirop d'érable. Pourquoi pas, j'ai pas testé. Par contre, je trouve que le sirop d'érable, il y a un petit goût, quoi. C'est pas. J'ai peur que les fruits n'arrivent pas à passer le goût du sirop d'érable. Mais pourquoi pas, faut tester. Testez et puis faites, comme dit Loïc, faites des photos et envoyez-les sur le réseau. Alors, pour la crème végétale, en fait, j'utilise de la Végétop, qui est une crème végétale, 2 grammes de protéines.
Et je la fais au siphon, mais vous pouvez également la battre. En chantilly. Mais peut-être que... Non, c'est bon. Oui, le Schlack Fix en Allemagne sur le site de PKU Faire sans du beurre marche aussi. La seule chose, c'est que... Bon. Oui, toujours dispo, oui. Et d'ailleurs, ils ont un produit Schlack Fix en crème végétale qu'on peut monter, hein, en petites briquettes aussi. Voilà. Je vais laisser la parole à Laurie. Donc, nous avons essayé la glace à la vanille. Donc, on y va nos partenaires, toutes les recettes. Donc, pour faire cette glace à la vanille, on a utilisé 400 millilitres de lait de coco ou de lait hippo. Alors, on a essayé le lait de coco en conserve, le lait de coco en brique. Le lait de coco en conserve, il est un peu plus chargé en protéines et il est plus gras. Donc, ça a été moins apprécié chez nous. Et ensuite, entre nos enfants, nous, ils aiment bien le petit goût coco. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié la brique de lait coco au Bjorg. Mais ça marche aussi très bien avec du lait hippo. Ensuite, 100 g de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Donc là, c'est beaucoup. On avait envie d'un fort goût vanille, mais vous pouvez en mettre un petit peu moins. Voilà, c'était partagé dans la famille. Mais bon. Et une pincée de sel. Donc, la première chose à faire, c'est préparer la crème. Donc, on a mis 100 millilitres de lait dans un bol. On y a incorporé 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et on a bien fouetté pour faire disparaître tous les grumeaux. Oh, je dis on, je devrais dire il, parce que je ne l'ai pas faite. Je suis honnête. Dans la casserole, donc à feu doux, il a mis le reste du lait, le sirop d'agave et une petite pincée de sel. Donc cette étape, c'est pour faire bien dissoudre le sirop. Donc le sirop, il va laisser aussi un petit goût. Pour le coup, on a essayé avec plein d'autres sirops, même avec du miel, voilà. Pour l'aspect liant, enfin, on a trouvé que le mieux, c'était le sirop d'agave. Donc, incorporer tout dans la casserole en mélangeant avec le lait et la maïzena. On fait chauffer de plus en plus fort pour que ça s'épaississe, mais en remuant sans arrêt et sans faire bouillir. Donc, vous voyez sur la cuillère que ça nappe bien le dos de la cuillère, ça montre bien l'épaisseur. Et voilà, donc de la crème qui s'est formée. Une fois que le mélange est bien épaissi, donc on a il a retiré la casserole du feu pour mettre la vanille. Et ensuite, la crème, on l'a versée dans des moules à petits cakes, donc pour faire des petits glaçons en fait de crème. On a laissé refroidir à une température ambiante. On a filmé et on a mis au congélateur 16 à 24 heures. En fait, on l'a mis la nuit. Donc, monsieur, il est patient, donc il a laissé 24 heures. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis adepte du rapide. J'ai un peu plus de mal à cuisiner. Donc, on a essayé moins de 10 heures, c'est pas possible. Voilà, vraiment, 16 heures, ça nous apparaît être le minimum. Donc, on a placé... Alors, pareil, on utilise le Thermomix. Peut-être qu'une sorbetière, ce serait mieux, mais on n'a pas de sorbetière. Donc, nous, on a passé le bol du Thermomix au congélateur pendant 1 heure pour qu'il soit bien frais. Et ensuite, on a démoulé les glaçons de crème et on les a mis dans le bol. Et on a fouetté pendant... on a mixé le tout pendant 2 minutes et après, on a fouetté... à une vitesse modérée pour alléger, pour aérer la glace pendant un peu 30 minutes. Voilà. Et voilà, ensuite on a mis notre glace dans un pot en plastique et on l'a laissée au congélateur. Donc chez nous, elle a
pas fait le feu. On voulait voir combien de temps elle pourrait être conservée. On n'a pas réussi puisque tout le monde voulait en manger. On n'a pas réussi à la conserver plus de 4 jours. Mais en tout cas, 4 jours, ça tient bien. Elle garde bien son aspect. Il faut penser à la remettre, quand on s'en sert, de la remettre très très vite au congélateur. Mais voilà, et ensuite, je vous invite à mettre du Vitabiwi râpé dessus, ou de la chantilly, ou même des Vitabiwi fondus. Et c'est très bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Est-ce que ça aurait pas été possible de tout mettre dans un grand saladier, tout simplement, et sans mixer? C'est-à-dire de mettre à la place de faire les petits glaçons, de tout figer et de tout mettre. De tout mettre directement dans la boîte liquide et de mettre au congèle. En fait, quand on a fait nos petits glaçons, tu vois, quand on les a. Enfin, c'est exactement pareil. Quand tu fais les petits glaçons, ça fait vraiment des glaçons à sucer. Ça fait pas de la glace, en fait. Donc, si tu. En fait, ton gros bol, en fait, pour pouvoir le mixer après derrière, pour pouvoir la casser, pour pouvoir faire un aspect plus crème, quoi. Enfin, okay. Plus crème glacée. Sinon, ça va faire un gros glaçon. D'accord. Ouais, il y a besoin de mixer. C'est le job, je pense, d'une sorbetière. Alors, ouais, encore une fois, je suis pas une pro, moi, mais c'est le job d'une sorbetière. En fait, quand tu mixes derrière, en fait, si tu mets toute ta préparation directement dans un bol, tu vas avoir un gros glaçon qui sera pas à lécher, quoi. Mais ça va pas, tu vas pas pouvoir faire des boules de glace. Okay. Ouais. C'est ça. De crème, voilà. Tape des glaçons. Une photo sur les réseaux. Alors moi, je veux bien rebondir sur la glace de Laurie. On n'entend pas. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Ouais, d'accord, c'est ta baissé. Je rebondis sur ta glace parce que du coup tu le fais au Thermomix et alors moi j'ai pas de Thermomix mais j'ai la chance d'avoir des copines motivées à faire des choses pour Lily au Thermomix et on a fait de la glace cet été, de la glace salée qu'on avait goûté dans des restaurants, on s'est lancé. On a fait avec du concombre et c'était super bon. Et on a testé aussi avec de la carotte et de la betterave. Donc c'est le même principe que tes cubes congelés. Donc là, on a juste fait blanchir nos légumes pour qu'ils soient bien. Le concombre, non. Mais la carotte et la betterave, on les a fait cuire pour qu'ils soient un petit peu tendres. On les a congelés et on les a sortis comme tu as fait. Là, on les a mixés avec un assaisonnement et c'était super bon. Donc ça marche bien. Il y a une question qui est on peut diviser la quantité parce que ça suffit à 15 mois. Donc je pense qu'il y a quand même un minimum à faire pour avoir un rendu intéressant. Oui. Après, ça va dépendre de ce qu'on utilise comme produit. Si vous prenez du lait de coco ou si vous prenez du lait hippo, mais du coup, c'est pas chargé en protéines, donc vous pouvez le garder. Vous pouvez le garder et en donner. Enfin, je vois pas pourquoi vous voulez diviser la quantité en fait. C'est juste pour en faire moins, pour pas gaspiller. Mais là, elle peut en manger. Oui, voilà, elle peut en manger. Vous pouvez le conserver. Ouais. Oui, voilà, c'est pour pas gaspiller. Alors sinon, il y a Madame Cato qui propose une recette de glace à la vanille avec substitut d'œuf, farine hippo, beurre, lait hippo, sucre semoule et sucre vanille. De toute façon, là, on a essayé de faire avec le moins de produits hippo. Oui, là, l'intérêt, c'était que, comme disait Véro, le cercle élargi puisse
puisse préparer quelque chose sans avoir accès aux produits hypo. Donc 15 mois, peut-être faire attention à la teneur en prot du lait de coco. Mais après, si c'est possible et qu'on utilise le lait de coco, tout le monde peut la manger, la glace. C'est ça Ça l'intérêt. évite de gaspiller. Oui, c'est ça, de partager. Parce Et que honnêtement, pour nous qui connaissons la vraie glace à la vanille, c'était très bon. Ah oui, il y a mon mari, tiens. On a testé aussi en café frappé, donc à la grecque, donc un café glacé avec la glace à la vanille à l'intérieur, ça marche super bien. On peut faire des cafés frappés avec la glace à la vanille. va falloir qu'il me fasse ça, Blaise, aussi, je viens à Toulouse. Ou si on monte. Ou si tu montes, bah oui, tu sais bien. Merci les marmitons, on a fait le tour. On dirait. Oui, c'est terminé. Mais n'hésitez pas si vous avez des Alors, idées de recettes aussi voilà. qu'on pourrait tester. On est preneurs. Alors, Ouais, pendant un temps, on demandait qu'on nous lance des